L'invité politique reçoit aujourd'hui le docteur Amadou Touré, ancien candidat aux dernières élections présidentielles et ancien secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Bonjour, bonsoir, docteur Touré. Bonsoir. Docteur Touré, ancien secrétaire général de l'UIT pendant en tout cas 16 ans. Comment vous expliquez le fait que vous quittiez cet univers paisible pour vous retrouver dans les marigots politiques agités du Mali? Mais écoutez, tout d'abord, mes remerciements pour m'avoir invité à cette émission. C'est un grand honneur pour moi et je vois régulièrement, je regarde régulièrement vos émissions. Merci. Et j'avoue que c'est de très bonne qualité. Merci. Et le Mali a vraiment besoin des débats de ce niveau-là. Surtout en cette période cruciale de notre histoire. J'ai quitté l'Union internationale des télécommunications après mes 2 mandats en tant que secrétaire général et 2 mandats en tant que directeur du PDT. Donc j'ai fait en tout 4 mandats là-bas. Il y a une limitation de mandat, donc j'ai terminé et j'étais pressé de rentrer chez moi. Pour la petite histoire, je suis rentré au Mali ici 4 jours avant la fin de mon mandat officiel. Le mandat terminait le 31 janvier et le 26 décembre déjà, le mandat terminait le 31 décembre et le 26 déjà j'étais là au Mali, histoire de prouver que je voulais rentrer chez moi. Mais après j'ai été coopté par les chefs d'État africains pour mettre en place Smart Africa au Rwanda où j'ai passé 3 ans. Donc le fait de rentrer au Mali ici, c'est un phénomène normal. Et le point de chute, c'est la politique. Non, ce n'est pas la politique. En fait, quand je rentrais dans mon pays, je devais m'assurer que je m'informe sur l'environnement. Et la meilleure façon de pouvoir connaître tous les enjeux dans ce pays-là, c'était de me présenter en tant que candidat présidentiel. Et c'était une très bonne expérience en 2018. En 2018, je savais que le président en exercice allait être réélu. C'était le meilleur moment pour me lancer dans la scène. Vous croyez que je serais naïf au point de penser que je viendrais en 3 mois battre un président en élection? C'était quoi finalement votre objectif finalement? Mon objectif, si ce n'était pas pour devenir président de la République? Non, mon objectif c'était de connaître mon pays et de me faire connaître. Ça faisait plus de 30 ans que j'étais en dehors de mon pays. Rien de plus normal puisque je vais venir. J'ai contribué dans beaucoup d'autres pays. Je suis conseiller de plusieurs présidents, chefs d'État. Eh bien, je veux aussi servir mon pays. Et la meilleure façon de servir mon pays, d'abord, c'est de comprendre. Et vous savez, il y a des choses, j'en ai appris. L'élection présidentielle est une opportunité vraiment de voir le Malien sous son vrai angle. Et donc, j'ai atteint tous mes objectifs réellement. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis sur ce plateau-là aujourd'hui. Vous ne m'aviez pas invité avant. Docteur, vous avez gouverné le sort de la télécommunication pendant 16 ans. Aujourd'hui, quand vous regardez ce domaine-là, quand on essaie de le transposer au Mali, regardez comment vous voyez l'évolution de la télécommunication au Mali. Évidemment, je ne suis pas satisfait puisque si vous voulez avoir le meilleur que vous prêchez vous-même dans le monde entier, j'ai pu développer les systèmes de télécommunication, de télévision numérique dans plusieurs pays du monde. Et puis, mon propre pays n'est pas suffisamment à la pointe. Mais évidemment, ça dépend de la mise en place d'une politique de développement. Et donc, tout va ensemble. Mais il n'est jamais trop tard, on pourra toujours travailler dans le pays pour pouvoir faire avancer le pays comme il le faut. La question de l'encadrement des réseaux sociaux aujourd'hui fait débat au Mali. Quel regard particulier vous portez également sur cette question? Les réseaux sociaux, c'est un phénomène très complexe, vous savez. Il y a une certaine liberté sur l'Internet. Mais vous savez, il y a 50 ans, tout ce que vous lisiez dans les journaux, c'est ce qui était important. Ensuite, il y a 40 ans, tout ce que vous entendiez à la radio, c'était ça, la réalité. Après est venue la télévision. Et aujourd'hui, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est ce que les gens prennent pour argent comptant. Et les réseaux sociaux sont véhiculés pas par des professionnels. Et donc, les sources ne sont pas forcément fiables. Et les intentions ne sont pas forcément bonnes. Nous vivons des temps où, comme vous le savez, les mauvaises nouvelles
vont plus vite que les bonnes nouvelles, en réalité. Quand vous êtes à la une, à la télé ou dans les journaux, c'est toujours en général mauvaise nouvelle. Mais en fait, ce qu'on appelle les fake news, les nouvelles préfabriquées, vont encore plus vite, malheureusement. Et donc, il faut se méfier. Et ce qu'on a vécu ces derniers temps au Mali, c'est que ce phénomène, par manque de contact direct avec les leaders politiques, les gens se sont adonnés aux réseaux sociaux. Personnellement, bien que je suis contre le fait de mettre tout sur le net, j'ai eu à faire une lettre ouverte au président de la République avant les élections législatives dernières, en lui recommandant de ne pas le faire. Et je l'ai dit dans ma lettre à l'époque. J'ai dit, je le fais par cette voie, tout simplement parce que je n'ai pas eu la possibilité de vous le dire directement. Malheureusement, les leaders, le président de la République dernier, n'a pas eu cette opportunité-là d'ouvrir ses portes. Il n'y avait pas beaucoup de contacts. Et donc, je m'en voulais un peu pour ça, mais en réalité, il n'y avait pas d'autre choix. Et donc, beaucoup de gens communiquent sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas cette possibilité-là. Vous savez, comme j'ai eu à conseiller beaucoup de chefs d'État, je sais comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses qui se discutent. On prend beaucoup de conseils avec la population sans le faire sur les plateaux de télévision. Finalement, les négociations entre l'opposition et la majorité se font par chaînes de télévision interposées, se font par messages sur les réseaux sociaux interposés. Qu'est-ce qui les empêche de s'asseoir pour parler? La réalité, c'est que beaucoup de choses se discutent avant les vraies discussions. Et c'est ça le grand malheur. Nous voyons tout de suite la CEDEAO. On va parler tout de cela, mais je veux dire que beaucoup de préparations auraient pu être faites avant le départ du président pour la rencontre de la CEDEAO. On a vu on va parler du président Ibeka qui a été renversé le 18 août par le CNSP dans une ambiance de contestation dirigée par le mouvement du 5 juin auquel vous appartenez d'ailleurs. Un monsieur du système des Nations Unies qui cohabite ou qui appartient à un mouvement de contestation par la suite qui renverse un président de la République. Est-ce qu'on ne peut pas parler de métamorphose à ce niveau? Non, c'était tout naturel. Nous avons créé ensemble avec Cheikh Oumar Sissoko, et on était 17 personnes quand nous avons créé Espoir Mali Croix, parce que nous avons fait une analyse des intellectuels. On s'est regroupés pour faire une analyse de la situation du pays. Le pays va mal, au point que nous avons honte de dire que nous sommes maliens. Et ce n'est pas moi seul, chacun de nous. On était arrivé à ce point-là. Et donc, on se doit, en tant qu'intellectuel, de faire des analyses. Et notre analyse est venue à la conclusion que, en réalité, le système était complètement pourri. Il faut faire partir le président. Non, il fallait changer. Non, pas le président seulement, tout le système. Il fallait changer le système. Le système, le président avec, évidemment, le président faisait partie du système. Donc, il fallait que tout parte pour que ça change. Vous avez quand même applaudi l'action du CNSP. Mais évidemment, évidemment. Parce que, vous savez, le jour du coup, le 18 août, mais nous avons, personnellement, j'ai appelé plusieurs chefs d'État pour leur expliquer, que je connaissais, pour leur expliquer que ce n'est pas un coup d'État, que c'est la suite d'un mouvement populaire. Et j'insiste là-dessus encore, c'était un mouvement populaire qui a été bien terminé d'ailleurs par les militaires. Et ils l'ont fait sans effusion de sang, ce qui était bien, parce qu'il fallait éviter quand même que les Maliens s'entretuent. Et le style était complètement différent du style de 2012. Évidemment, même quand un militaire veut faire un coup d'État, il faut qu'il ait un mouvement populaire derrière pour le justifier, en réalité. Donc, c'est venu au bon moment. Ils ont peut-être jugé que le moment était venu d'intervenir pour arrêter toute cette cacophonie qui n'allait nulle part. Et donc, ils ont bien fait en ce moment-là. Et donc, le fait que je participe, vous savez, je dis toujours ne pas faire de la politique aussi. C'est une politique, mais c'est une mauvaise politique. Et donc, je fais la politique dans mon pays. J'exprime mes points de vue. Et c'est ça qu'on avait, c'est le malheur qu'on avait avec le régime passé. Si vous pouvez être d'accord sur 100 choses, et sur la 101e, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas seulement
un adversaire ou un opposant, vous êtes considéré comme un ennemi à abattre. Mais de grâce, il faut que nous ayons des désaccords. C'est pourquoi il y a des réunions qui se passent à huis clos avant les grandes réunions, pour qu'on puisse être d'accord de ne pas être d'accord sur certaines choses et dire pourquoi. Et ensemble, chercher les solutions. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Okay. Mais nous n'avons rien compris dans la démocratie ici au Mali. Okay. Tout se fait sur la grande place. Les négociations se font, les discussions se font à la place publique. Et là, ce n'est pas une façon de trouver des solutions. Aujourd'hui, l'actualité est que le CNSP et la CEDEAO sont à couteau tiré par rapport à l'application de la charte de la transition. Quelle lecture faites-vous de ces tergiversements de la CEDEAO et les CNSP sur la question de la mise en place des organes de transition? En fait, les membres de la junte militaire ont manqué d'avoir des conseillers en matière de diplomatie ou de relations internationales. Quand vous négociez avec une organisation internationale, ou bien régionale, ou bien avec un autre pays, mais vous allez avec des propositions, ils ont des propositions, vous mettez tout sur la table, c'est ce qu'on appelle les discussions en package. D'abord, ils ont commencé par négocier le départ du président de la République sans rien demander en contrepartie. Sa sortie d'abord de prison. Non, même pas de prison, d'arrêt. C'était pour sa propre sécurité, je comprends très bien. Et deuxièmement, ils l'ont laissé partir sans rien demander en contrepartie. Mais alors, ce qu'eux, ils demandent maintenant, il n'y a pas de négociation là-dessus. Quand vous négociez, vous devez avoir des choses et l'autre partenaire a quelque chose aussi. C'est comme ça que les relations internationales se font. Ils sont partis à Accra il y a 3 jours, mais ça a été un désastre. On n'envoie pas un chef d'État pour négocier quelque chose. On envoie un chef d'État pour conclure une négociation qui est déjà faite, sur laquelle on est déjà tombé d'accord. Et ça n'a pas été fait. On a envoyé le chef de l'État passer un examen devant ses pairs et il a échoué. C'est ça le malheur. Ça me faisait mal de voir ce genre de préparation. Et pourtant, on voyait des anciens diplomates derrière eux. C'est un manque total de conseils. Vous savez, dans les relations internationales, avant des négociations de ce genre-là, c'est pas après que vous allez faire une conférence de presse, c'est avant d'aller que vous faites une conférence de presse, en disant ce que vous voulez, en sachant ce que l'autre partenaire veut. Et comme ça, vous mettez ça sur la balance. Les chefs d'État, quand ils venaient ici pour demander la libération de l'ancien président, mais de l'aéroport, ils ont demandé à le voir directement. Ça veut dire que c'était la chose la plus importante pour eux. Bien, les jeunes militaires ont très bien agi. Ce sont des officiers supérieurs qui savent de quoi ils parlent. Ils les ont amenés directement voir le président. Ce qui était une bonne chose, parce que s'ils avaient retardé de quelques heures, on aurait pu penser qu'on était en train de maquiller la place où il est et tout ça. Mais ils l'ont amené directement, ils ont vu dans quelles conditions il était. Heureusement. Mais en plus, ils ont demandé sa libération. Mais c'était la seule chose la plus importante pour eux. Ils ont demandé qu'on n'exige que s'il veut partir en traitement à l'extérieur. Mais à leur place, je les aurais amenés ensemble, au lieu après avoir visité le président, je les aurais amenés à l'hôpital Gabriel Touré, voir certains blessés des manifestations qui sont encore là-bas. Okay. Et visiter l'hôpital. Vous demandez qu'on libère un chef d'État pour qu'il aille se soigner. Pendant 7 ans, il est malade. Pendant 7 ans. Il n'a pas pu faire un département, un rayon d'un hôpital au Mali pour soigner cette maladie, pour que lui-même il puisse être soigné et que le reste des Maliens soient soignés. Mais c'est ça qu'il fallait. Moi, j'étais le mois dernier à l'hôpital Gabriel Touré. J'étais dans le bureau, dans le cabinet d'un des professeurs agrégés. Mais l'odeur de pourriture entre son bureau est entre les toilettes et la poubelle à l'extérieur. Okay. C'est incroyable. Il faut le faire visiter cela et voilà, montrer le résultat du travail qui se passe ici. Il y a un budget d'évacuation
des personnalités dans ce pays-là. Okay. Ce budget aurait pu servir pour acheter les équipements en place. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent dans ce pays-là. Non, je n'ai pas fini, parce que pour la CEDEAO, c'est très important. Vous n'allez pas négocier avec la CEDEAO en venant présenter pour la première fois ce que vous voulez, ce que vous avez fait. Cela aurait dû être fait entre les experts. Et si la réponse était négative, le chef de l'État ne devait pas faire le déplacement. On ne se déplace pas pour qu'on vous dise non. Vous savez, quand les sommets... On a l'impression que vous êtes pour une transition militaire, finalement, en vous écoutant attentivement. Non, du tout. J'ai toujours été pour une transition civile. Mais la tergiversation entre la CEDEAO et le CNSP, c'est ça le point d'achoppement. Oui, mais alors, ils sont partis, avec cette question-là, ça n'a pas marché. Pourquoi ils sont partis? Il fallait régler ça avant de partir. Il fallait en discuter. Si tu savais que la réponse est non, ben pourquoi tu pars? Pour récolter et passer. J'avais l'impression que le président du Mali, c'est le Mali qui était humilié. Il passait un examen devant ses pairs. C'est pas comme ça qu'on fait. Docteur, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, comme certains Maliens qui pensent que le CNSP est animé aujourd'hui par d'une velléité de s'accrocher au pouvoir? Est-ce que vous faites partie de ces Maliens? Non, je ne fais pas partie. Et je leur fais confiance. Dès le départ, dès le premier jour, je les ai regardés en face et j'ai porté mon jugement sur eux. Je leur donne le bénéfice du doute et j'ai cru en ce qu'ils ont dit. Et c'est pourquoi j'ai fait des coups de fil personnellement à beaucoup de chefs d'État sans leur permission, sans leur dire d'ailleurs. Je ne leur ai pas dit, je ne leur ai jamais parlé. Et donc, mais je le fais parce qu'en tant que Malien, je me dis, je vais apporter ma contribution à cela. Ils ont dit qu'ils veulent partir, mais il faut qu'ils le fassent. Et le fait militaire, pas militaire, mais ce sont tous des Maliens. Mais pourquoi insister sur le mot militaire? On veut des Maliens tout court. Mais la charte, les concertations nationales en ont décidé ainsi quand même. Les concertations ont laissé cette ouverture pour une transition civile ou militaire. Oui, ça quand même, il faut dire que pendant les concertations, il y a eu un mal-don, il y a eu un certain jeu qui n'était pas normal. Et ça revient au système précédent où on bourrait la salle avec des gens, des supporters d'un camp ou de l'autre. Ça, c'est ridicule. Il faut qu'on efface tout ça. Il faudrait qu'on mette un système en place où on va essayer de tourner une nouvelle page de notre histoire. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des choix. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des élections. Si on doit organiser des élections présidentielles prochaines sous les mêmes conditions, on va aller à l'échec. Ce sera la même chose. Ces jeunes-là, vous savez, s'ils réussissent, c'est tout le Mali qui va réussir. S'ils échouent, en réalité, nous aurons encore pour 30 ans de retard. Et le monde entier est en train d'aller dans une course de vitesse pour le développement. Et nous n'avons pas le temps. Nous sommes dans un pays occupé, sous occupation. Nous sommes dans un pays en guerre. Donc pour moi, la question de militaires à la tête du gouvernement ou du pays ou non, pour moi la question ne se pose même pas à l'heure actuelle. Ça aurait pu se poser si le pays était en paix. Et là, pour moi, oui, mais c'est une question qui se pose parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être conforme aux mécanismes internationaux, aux desiderata de la CEDEAO, par exemple, pour la levée des sanctions. C'est ça l'enjeu de cette question. Les desiderata de la CEDEAO, c'est nous-mêmes. La CEDEAO, c'est des lois que nous avons fixées nous-mêmes. Vous savez, le Mali était l'un des premiers pays à exiger justement qu'il n'y ait plus de coup d'État dans ce monde-là. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'un gouvernement légal ne doit pas être démis de ses fonctions par le choix d'un chef militaire, tout simplement. Et on a vu la qualité des chefs militaires précédents. Et donc, c'était déplorable. Le Mali a envoyé des délégations à chaque fois qu'il y a eu un coup d'État dans un autre pays pour leur dire ne restez pas au pouvoir. Nous connaissons bien l'histoire de ATT, qui est parti voir le président Abdelaziz de la Mauritanie après son coup d'État. Nous connaissons la suite. C'est à cause de cette mission que l'ancien président ATT a entreprise en Mauritanie, que le président mauritanien s'est muté en anti-malien. Abdelaziz. Tout le monde savait qu'il était derrière les rebelles du MNLA à l'époque. Il les logeait, il les nourrissait, il les finançait. Tout le monde savait qu'il leur disait « vous êtes les seuls blancs qui êtes colonisés par les noirs ». Il leur a dit.
et leur donner l'appui logistique, on le savait. Alors, pourquoi il a fait? Parce que ATT est parti lui dire de quitter le pouvoir, de ne pas rester après son coup d'État. Et il a envoyé se promener. C'est ça qui s'est passé. Et depuis, mais docteur, en refusant d'aller dans le sens de la promotion de la CEDEAO, est-ce qu'on ne risque pas d'ouvrir un autre front contre le Mali avec la CEDEAO? Évidemment, c'est trop tard. On s'est mis en position de faiblesse. On n'a rien demandé à la CEDEAO avant de leur donner tout ce qu'on voulait. Donc la question n'est plus là. Quand on arrive à ce point-là, on n'a plus le choix. On est obligé de répondre aux besoins de la CEDEAO et pour être conforme avec tout le monde. Okay. Mais avant des négociations comme ça, à leur place, je me serais assuré qu'on mette sur la table d'autres questions. Vous savez, on parle de coup d'État au Mali, mais est-ce que ce n'est pas un coup d'État civil dans d'autres pays qui demandent le 3e mandat? Tout le monde n'est pas propre. Est-ce qu'il n'y a pas des prisonniers politiques? On demande à ceux qu'on libère les leaders qui ont été arrêtés ici. Mais il n'y a pas de prisonniers politiques dans d'autres pays. Mais parlons-en. Nous sommes tous membres de la CEDEAO. Ça, c'est des choses à mettre sur une table quand vous voulez négocier. Parce que quand vous voulez négocier, vous cherchez quels sont les points forts, les points faiblesses et les points faibles que vous avez, et quels sont les points forts et les faiblesses de l'adversaire. De l'adversaire, pas l'ennemi. J'insiste sur ça. Et donc, on essaie de poser des jalons. Des questions de ce genre-là auraient pu être énoncées lors d'une conférence de presse. Il y a d'autres questions, je ne les dirai pas tout à l'heure toutes ici, parce que ces questions-là, puisque je les dis maintenant, si jamais on va les poser, il y aura d'autres réponses pour ça, mais il y a d'autres questions que l'on peut poser, afin que, dans la négociation, on puisse gagner, effectivement. Et c'est ça qui a été le plus grand mal. Quand je voyais la délégation malienne assise dans cette salle, en train de passer un examen, pratiquement de répondre à des questions. Mais un chef d'État ne répond pas à des questions, voyons. Non, on leur dit ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire. Si c'est fait, et quand ils sont revenus, ils ont été obligés de se cacher derrière le peuple. Okay. Vous savez, pourquoi on parle du mot leader? Un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est devant. Une fois que le peuple vous a élu, vous êtes devant le peuple. Et pas derrière le peuple. Et donc, ils étaient obligés de dire qu'ils sont derrière le peuple. Il faut changer tout cela. Et je pense qu'il y a des moyens de le faire. Dernière question de l'émission. Comment se porte le M5, le mouvement du 5 juin aujourd'hui? Évidemment. Un des leaders a déclaré que le M5 était mort de sa belle mort. Ben, évidemment, on l'a dit et répété, ça n'engageait que cette personne-là. Vous savez, le M5 est arrivé à un niveau. La première personne, et je l'ai dit et redit dans nos réunions, la première personne qui sort, et c'est cette personne-là qui est morte. C'est un suicide, en réalité, de sortir de ce mouvement-là. Et ce mouvement doit modérer le ton, afin de pouvoir parler avec les militaires. Les militaires aussi ne doivent pas avoir un certain ego à ne pas parler avec eux. Je parle aussi, chaque fois, de renouvellement du leadership. Dans chaque organisation, il y a des étapes auxquelles il faut changer de leader à chaque fois pour avoir les meilleures personnes qu'il faut. On était à un moment donné où on était dans une lutte pour un objectif. Un seul objectif, c'était le départ du président et la chute du système. C'est fait. Il faudrait de nouveaux dirigeants pour pouvoir dire qu'est-ce que nous allons faire pour la reconstruction. Évidemment, un grand travail a été déjà fait par ce que j'appelle le comité scientifique, vraiment scientifique, parce qu'ils ont fait un travail bien élaboré qui met en détail toute la transition. Il n'y avait pas besoin réellement de réinventer la roue pour cela. Vous voulez parler des déclarations de Kaoudim qui ont été remises en cause par certains membres de la CEMAS, et il a fait des déclarations que je trouve malheureuses parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le M5 CEMAS, ça n'existe pas, c'est le M5 RFP, il n'y a pas une nouvelle entité qui a été créée. Et donc s'il quittait cette entité, c'est son choix, mais en réalité cela ne peut pas faire mourir le M5. Évidemment, ce qui pourrait tuer le M5, ce sera quand il y aura lieu de faire la bataille des hommes qui va diriger ce pays.
Malheureusement, parce que les Maliens sont des hommes qui sont divisés. Et ça, ce n'est pas le M5 seulement, c'est le Mali entier. Moi, je dis il faut, pendant une transition, reformater le Malien et espérer qu'un nouveau leader viendra pour 5 ou 10 ans qui va continuer ce travail. Parce que les Maliens ne sont pas unis. C'est pourquoi nous avons 240 partis politiques. Imaginez 240 partis politiques. Des milliers d'associations. C'est pas possible, des centaines de milliers d'associations. Mais où est-ce qu'on va? Il faudrait qu'on mette de l'ordre dans tout ça. Il y a des façons de le faire. Il y a des... évidemment, on donnait 6 millions aux partis politiques par an. 6 milliards 6 millions par parti politique. Okay. Et donc, c'est de l'argent jeté. Au contraire, les partis politiques devaient payer une certaine cotisation annuelle parce que leurs documents et tout doivent être traités au niveau de l'administration territoriale. Et donc, ils doivent plutôt payer pour ça. Si on change toutes ces choses-là, on pourrait vraiment mettre de l'ordre. Ok. Avant de clore l'émission, comment vous voyez déjà la sortie des crises au Mali? Oui, la sortie de crise, j'espère, ça va être très proche, parce qu'il ne faut pas qu'on se mette, on est un pays enclavé, on ne peut pas souffrir de continuer à être sous sanction. Et donc, il est temps que les leaders se mettent ensemble et se parlent. Okay. Il n'y a aucune gêne à cela, il n'y a aucune honte à pouvoir parler ensemble et trouver des solutions. Et moi, je pense que jusque-là, le ton a été très modéré et respectueux. Et donc, il n'y a pas eu un dommage non récupérable qui a été fait, et donc de part et d'autre. Donc, il est temps de le faire. Mais seulement, je dirais qu'il faudrait que les dirigeants du pays, les dirigeants actuels, changent un peu les personnes qui les conseillent en diplomatie. Je n'ai rien contre personne, mais le résultat que nous avons vécu à Accra ne devait pas se passer au Mali. Okay. Docteur, merci d'avoir accepté de nous recevoir ici chez vous. C'était un plaisir pour moi, merci. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Invité politique qui recevait le docteur Amadou Touré, ancien candidat aux dernières élections présidentielles, ancien secrétaire général de l'UIT, Union internationale des télécommunications. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro de votre émission Invité politique.